Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Pierre Durand qui va nous parler d'une étude de Salvéo où on parle de travail et santé mentale. On aura ça dans quelques minutes à l'émission. Plus tard, dans la deuxième demi en fait de l'émission, on aura Sylvie Laferrière qui va nous parler de tel aîné pour sa part. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, on a deux sujets cette semaine. Le premier, à l'Espresso, ce sera le gène du bonheur. Et à l'Espresso allongé, dans le dernier quart d'heure, ce sera doit-on se défouler? Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Marie-Pierre Arthur. La chanson s'intitule « Emmène-moi ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est avec plaisir que je reçois mon invité, Pierre Durand. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Montréal et on va parler ensemble d'un projet assez fantastique, je dirais. Donc, on va parler en fait d'une équipe de recherche sur le travail et la santé mentale. On dit souvent que le travail, ça cause souvent des problèmes de santé mentale parce que le stress vécu, etc. Donc, pouvez-vous nous présenter ce projet qui est quand même assez grandiose en termes d'échantillonnage, n'est-ce pas? Oui. Alors, rapidement, c'est une étude qui a été subventionnée à la fois par les instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds de recherche en santé du Québec et qui consistait à interviewer, si vous voulez, ou administrer des questionnaires qui sont validés, qui sont utilisés à différents endroits dans le monde et à mesurer, si vous voulez, la présence de problèmes de santé mentale que sont la détresse psychologique, la dépression,
l'épuisement professionnel qu'on appelle burn-out plus communément, et évaluer quels sont les facteurs associés au travail, puis aussi associés à la vie sociale, à la vie familiale, qui sont associés donc à un plus grand risque de développer des problèmes de santé mentale. Et ce qui est particulier dans notre étude, qui n'avait pas été fait dans les milieux de travail ailleurs au Canada ou même dans le monde, c'est qu'on a voulu objectiver nos mesures. On n'a pas de test, par exemple, comme pour des maladies comme la tuberculose, par exemple, ou le sida, pour détecter la présence d'une maladie mentale ou d'un problème de santé mentale. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a certains indicateurs qui nous permettent d'établir si une personne souffre, si vous voulez, ou expérimente un niveau de stress élevé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré dans la salive d'une partie de nos sujets, nos volontaires, 2 hormones, le cortisol puis l'alpha-amylase, pour essayer de déterminer si, au moment où on détectait avec nos questionnaires des problèmes de santé mentale, en même temps, ces gens-là souffraient si vous voulez, ou expérimentaient un haut niveau de stress. Et l'idée était de démontrer qu'on était capable aussi en même temps de démontrer objectivement qu'il y avait des indicateurs dans notre organisme physiologiques qui démontraient que les questionnaires étaient valides quand on les utilisait parce que ça démontrait qu'en même temps, les gens expérimentaient un niveau de stress élevé. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que souvent, on s'en tient seulement au questionnaire, des choses comme ça. Alors, vous venez comme valider une autre donnée très importante physiologique. Là. C'est ça, c'est assez... diriez-vous que c'est quand même assez nouveau comme façon de procéder? C'est assez nouveau. Puis, ce qu'il y a de particulier, c'est que nous, on a fait cette étude-là auprès de 60 établissements de travail différents, 2162 travailleurs. Puis on a mesuré à plusieurs reprises chez 400, au-delà de 400 de ces travailleurs-là, des hormones, si vous voulez, qu'on dit de stress, le cortisol, l'alpha-amylase, et qu'on a mesuré ces travailleurs-là à 3 jours différents dans la semaine de travail. Là, on a mesuré les concentrations d'hormones, de cortisol et d'alpha-amylase chez ces travailleurs-là, 2 jours au travail, puis une journée de repos pour faire la comparaison. C'est tout donc, ça, ouais. C'est nouveau aussi. Ouais. C'est qu'on a, donc, chez un grand nombre de travailleurs, fait de nombreuses mesures. Et donc, ça a donné des résultats qui sont très intéressants parce que chez nos travailleurs qui expérimentaient, selon les mesures qui ont été faites par les questionnaires, qui démontraient des problèmes de santé mentale, de détresse, de dépression. Chez ces travailleurs-là, on avait des concentrations, si vous voulez, d'hormones de stress qui étaient statistiquement différentes de celles qu'on observait chez des travailleurs qui, eux, ne manifestaient pas de problème de santé mentale. Est-ce que les résultats de cette étude vont commencer à pouvoir aider le personnel soignant, par exemple? Ou le but de l'étude, au départ, c'était d'avoir un bon portrait, mais en plus de ça, c'est quoi d'aller... Bon, premièrement, on avait plusieurs objectifs dans cette étude-là. C'est d'abord d'établir puis de perfectionner nos moyens d'enquête avec les questionnaires qu'on utilise, parce qu'on a développé des nouveaux questionnaires, puis aussi d'établir si, par exemple, on observait des différences entre la dépression, par exemple, puis le burn-out. Une des choses qu'on a observées, c'est qu'on a probablement affaire à 2 problèmes de santé différents, puis avec des facteurs en milieu de travail qui sont différents pour causer ces problèmes-là. Ça nous permet donc de distinguer, si
si vous voulez, entre la dépression nerveuse puis l'épuisement professionnel. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a probablement des facteurs, il y a même très probablement, c'est des facteurs qui sont la cause, si vous voulez, de ces problèmes-là, ou associés à ces problèmes-là, qui sont différents selon qu'on souffre de dépression ou de burn-out, épuisement professionnel. Et ce que ça veut dire pour nous, c'est que la façon d'aborder ces deux problèmes-là en milieu de travail, contrairement à ce qu'on a toujours fait auparavant, on va les aborder de façon différente, on va intervenir de façon différente en milieu de travail selon qu'on fait face à une dépression nerveuse ou bien à un épuisement professionnel, un burn-out, comme on l'appelle souvent. Oui. Alors donc, par exemple, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose souvent qui va être isolé, qui va être regroupé chez plusieurs cas dans un même département de travail. Alors que la dépression nerveuse, on va en retrouver un peu partout dans une entreprise ou un établissement industriel. C'est moins localisé selon le département de travail habituellement. C'est un des constats qu'on fait, par exemple. Oui. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va intervenir de façon tout à fait différente selon qu'on fait face à un des deux problèmes. On a aussi observé d'autres phénomènes qui sont assez intéressants. C'est que on peut pas intervenir pour prévenir ou pour traiter ces problèmes-là en milieu de travail sans tenir compte des autres facteurs qui peuvent intervenir. Par exemple, pour la dépression, il y a souvent d'autres facteurs qui sont associés au milieu familial, à la situation familiale, etc. Alors que pour l'épuisement professionnel, c'est beaucoup plus associé directement au milieu de travail. Ouais. Alors, encore une fois, ça va nous amener, si vous voulez, à diriger nos travailleurs vers des ressources qui sont différentes, des spécialistes, si vous voulez, qui vont intervenir de façon très différente. Mieux intervenir et plus précisément, peut-être en moins de temps également, peut-être régler les problématiques plus rapidement. Là. Oui, effectivement. Puis l'étude aussi nous permet d'identifier des facteurs dans le milieu de travail qui sont susceptibles, si vous voulez, de favoriser l'apparition de détresse psychologique, de dépression, de problèmes de santé mentale. Alors, si vous voulez, les indices qu'on mesure nous permettent aussi de savoir si un milieu de travail, un département, un service est plus à risque, si vous voulez, d'avoir des cas de problèmes de santé mentale et d'intervenir de façon, si vous voulez, plus rapide, plus précoce dans un milieu de travail. Oui. C'est bien l'étude Salvéo dont on parle? Oui. C'est ça. C'est une étude qui a commencé en 2011. Est-ce que se poursuit? Est-ce qu'elle se poursuit toujours, justement, pour améliorer? En ce moment, on est finalement à la toute fin de l'étude. Oui. On fait en ce moment des interventions avec certaines entreprises pour tester, pour vérifier si certaines des, si vous voulez, des interventions qu'on a mis au point. On a mis au point des interventions qui s'adressent de façon spécifique à chaque entreprise selon le diagnostic qu'on a fait dans l'entreprise. Donc, on n'emploie pas si vous voulez, des traitements ou des situations, des façons d'intervenir qui sont les mêmes pour toutes les entreprises, comme s'il y avait un seul traitement pour une entreprise. On fait d'abord un diagnostic pour savoir quelles sont les véritables causes dans une entreprise, puis ensuite, on utilise une intervention qui va s'adresser de façon spécifique aux problèmes de cette entreprise-là. Alors, en ce moment, on est en train de tester dans certaines entreprises l'efficacité des interventions qu'on a mises au point.
C'est ça qui est vraiment intéressant, comme c'est très stimulant, vous étant dans ce processus-là. Je pense que c'est tellement gratifiant de voir justement d'arriver avec des données, mais de voir les résultats. Ça doit vraiment être vraiment fascinant pour vous. Oui, on découvre finalement des choses très intéressantes. Puis finalement aussi, ce que je dois dire, c'est que notre approche, si vous voulez, se veut vraiment à l'écoute des besoins d'une entreprise comme telle et témoigne, si vous voulez, je pense, en tout cas, d'une ouverture devant les problèmes spécifiques de certaines entreprises. Puis donc, nos interventions se veulent être, si vous voulez, je pense, assez ouvertes dans le sens que elles peuvent varier beaucoup comme nature, si vous voulez, d'intervention. Des fois, dans nos interventions, on va s'adresser à des façons, des styles de gestion, des façons d'opérer dans une entreprise. Puis d'autres fois, on va s'adresser spécifiquement à, par exemple, aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, ou bien à leurs superviseurs, ou bien à d'autres types de problèmes. Tout dépend, évidemment, de la nature des problèmes qui ont été diagnostiqués. Mais ce qui est important, c'est quand on arrive dans une entreprise, on veut mesurer un ensemble assez vaste de facteurs qui peuvent être mis en cause. Parce que souvent, dans les problèmes de santé mentale en entreprise, c'est rarement une seule cause qui va expliquer la survenue d'un problème. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Alors, on veut bien les évaluer avant d'intervenir. Et le deuxième point qui est important ici, c'est qu'ensuite, on va mesurer, si vous voulez, l'efficacité de notre intervention. Exactement. On veut être sûr que notre intervention est efficace. Puis si on s'aperçoit qu'elle n'est pas suffisamment efficace, on va retourner puis on va compléter l'intervention. Oui. Monsieur Durand, c'est fort intéressant. J'aimerais qu'on mentionne l'endroit où les gens qui veulent en savoir plus, donc c'est l'étude Salvéo. Est-ce qu'il y a une adresse web qu'on peut donner ou il faut juste chercher l'étude Salvéo? Oui, effectivement. Puis aujourd'hui, tout le monde se connecte à l'Internet. Alors, les gens peuvent aller sur le site www.erpsm comme Marie, .umontréal en un seul mot, .ca. Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Bonne continuité. Ça a été intéressant de savoir que ça existe. Et puis, on pourra peut-être en reparler dans le futur avec d'autres résultats ou d'autres suivis justement sur le sujet. Merci beaucoup, M. Durand, d'avoir été des nôtres. Ça me fait extrêmement plaisir. Et il y avait une équipe de chercheurs de 3 différentes universités qui étaient impliqués là-dedans. Exactement. Et je veux saluer le travail de 8 professeurs-chercheurs universitaires et de toute une équipe de spécialistes avec nous. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuité. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'est le printemps de 013, malgré le soleil, encore la neige. J'ai enfilé mes vieux souliers que la slush d'hiver a tout ruiné. Juste pour descendre en bas de la rue sur Iberville au parc Monson, au coin là où le bus s'arrête, en souhaitant que vous seriez là. Mais vous n'y êtes pas, nous en sommes rendus là. Non, vous n'y êtes pas. Alors voilà. Je me ramasse, je me vire de bord et je me cible un banc public. Celui qui paraît le moins sale, celui qui est moins rempli de shit. Je m'y étends, je regarde le ciel, plusieurs heures se sont écoulées. Maintenant je regarde les étoiles, j'en ai vu 4 de suite filer. Alors voilà, ce soir il n'y a même pas de lune. Le ciel est rendu là, prêt
garde-la pour toi. Le printemps 2013, comme si le temps s'est arrêté. J'entends plus le bruit des moteurs ou même ceux des bottes enragées. Le ciel est vide, tout comme encore, tout comme vos cœurs si maganés. On est des milliers à attendre pour le boss que vous alliez débarquer. Mais vous n'y êtes pas. Le boss n'existe même pas. Non, vous n'y êtes pas. Alors voilà, alors voilà. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est maintenant le moment de notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Oui, bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans ce bloc-ci, tu nous proposes le sujet, le gène du bonheur. Oui, avec un point d'interrogation, oui. si tu veux, à la fin. Parce que... Y a-t-il vraiment un gène? C'est un peu ça, là. Oui, exact. C'est ça que c'est comme le vin, certains là, ont un pourcentage plus haut que d'autres. Je te dirais oui. Parce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question, le bonheur serait-il génétique? Et dans un article Internet que j'ai trouvé sur le site, c'est un site qui s'appelle Peps News. Il n'y a pas d'auteur nommé, ça va à l'équipe si tu veux. Ouais. Et c'était intitulé « Le bonheur serait génétique et quel pays est le plus prédisposé au bonheur? » Oui, en effet, parce qu'il y a des gens dans la vie qui toutes sortes d'événements malheureux vont arriver, toutes sortes de tragédies, des accidents de voiture, des écrasements d'avions, enfin, toutes sortes de choses. Ces gens-là s'en sortent assez bien quand même. Et puis pour d'autres personnes, c'est tout le contraire, même malgré des événements heureux, mais ils sont toujours sur la déprime assez souvent. C'est pas la résilience, par exemple, pour les gens qui sont relativement heureux après une série de grands malheurs. C'est juste pour... Je pense que c'est plus vraiment le bonheur, c'est-à-dire d'être voir bien... le bon côté des choses. Exactement, oui. C'est ça. Une étude menée à l'université de Warwick en Écosse tente à prouver que le bonheur ou le malheur serait essentiellement dû à la génétique. Certaines personnes seraient plus heureuses que d'autres en fonction de l'hérédité des traits de caractère. Les événements extérieurs ne serviraient qu'à confirmer une personne dans son état d'être. Et pour appuyer leur théorie, les scientifiques ont tenté une expérience. Réunir deux groupes de personnes, un de gens heureux et l'autre de personnes dans le cas opposé pour être sondés. Et 10 ans après, les scientifiques ont réuni les mêmes groupes pour évaluer d'éventuels changements. Et les gens heureux étaient toujours heureux et les personnes malheureuses toujours malheureuses, même en fonction de la réussite ou de l'échec personnel de certains. Une expérience qui démontre en partie que le bonheur est héréditaire, relevant donc de la génétique. Il existerait, selon certains chercheurs, 2 variantes du gène transporteur de la sérotonine. C'est ce gène qui fait que l'on se sent bien. Il y aurait une forme courte de la sérotonine et une autre qui serait longue. Et la forme longue permettrait de mieux réguler la circulation de la sérotonine et est en quelque sorte ce qu'on peut appeler le gène du bonheur. Or, parmi les 30 nations pour lesquelles les chercheurs de Warwick possédaient des données, le Danemark est celui où la bonne version du gène, si on veut, est la plus répandue avec les Pays-Bas. Les Danois sembleraient donc les plus prédisposés au bonheur. Mais je devais préciser que ces formes longues et courtes existent vraiment. J'ai parlé au conditionnel, mais oui, on sait que ça existe. Ça veut dire que la classe sociale de l'extrême pauvreté, ça n'a aucun rapport avec... Presque pas. OK. Presque pas, finalement. C'est sûr que n'importe qui va vivre dans la grande pauvreté, ça va être... Bon, c'est plus difficile, c'est sûr, mais il y a vraiment un aspect génétique là-dedans. Dans un autre article que j'ai trouvé, qui s'appelle « Le bonheur est dans le gène », de M. Mihaly
Csikszentmihalyi, j'ai de la misère à prononcer, je m'excuse. Il a donné naissance à la psychologie positive, une discipline pour être heureux. Il nous dit, vous voyez toujours le verre à moitié vide ou au contraire à moitié plein, c'est en partie pour des raisons génétiques. Une étude menée par l'économiste Jean-Emmanuel Donnet de la London School of Economics montre que la capacité à voir la vie du bon ou du mauvais côté est liée à un gène. Et l'étude s'est appuyée sur des données sur 2574 Américains. Elle permet de comprendre les mécanismes biologiques qui influent sur le taux de satisfaction de la vie. Et parmi les 40% d'individus qui se sont déclarés très satisfaits, 35,4% avaient 2 variations longues du gène dont je parlais tantôt, et seulement 19,1% avaient des 2 variations courte. Il semblerait donc qu'il y ait une surreprésentation des personnes avec 2 variations longues chez les gens heureux. Et à l'inverse, parmi ceux qui se déclarent insatisfaits de leur vie ou malheureux, si tu veux, 26,2% avaient 2 variations longues contre 20% avec 2 variations courtes. En février 2009, la scientifique Elaine Fox avait montré l'importance de ce gène dans la façon dont nous percevons les aspects négatifs et positifs de la vie. Bref, notre capacité à être heureux. Elle dit, il ne fait aucun doute que le transporteur de la sérotonine est impliqué dans divers niveaux de vulnérabilité émotionnelle et le bien-être. Et elle enseigne à l'université Essex à Colchester, au Royaume-Uni. Et en terminant, oui, il y a plusieurs articles là-dessus, plusieurs intéressants, mais il y a un monsieur Luc Maroteau, qui est chef d'une équipe de recherche sur la sérotonine à l'INSERM. INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Il a dit la répartition des allèles courtes, comme on peut les appeler, et longs, n'est pas homogène, prévient-il. Il nous dit que chez les Occidentaux, il y a environ 40% d'allèles courtes et 60% de longs. Chez les Asiatiques, c'est plutôt 80% de courts et 20% de longs. Selon la relation établie par l'étude, on devrait retrouver beaucoup plus de dépressifs chez les Chinois et les Japonais, mais ce n'est pas le cas. Autre aspect à pondérer, selon le spécialiste, le côté simpliste de l'étude. Il nous dit le comportement humain est assez complexe pour penser qu'il n'y a pas qu'un seul gène en cause. Et merci. C'est donc un sujet intéressant. Donc, le gène du bonheur. Intéressant, mais non prouvé encore vraiment prouvé. Scientifiquement. Donc, y a-t-il vraiment un gène? C'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain, pour ta participation. On continue à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous accueillons Sylvie Laferrière qui vient nous présenter le service Tel est né. À l'Espresso allongé, le sujet est « Doit-on se défouler ?» Vous entendrez aussi en chanson Christine de Christine and the Queens et Mon père de Carole Champagne. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folieDouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant mon invité, qui est Mme Sylvie Laferrière. Bonjour, Mme Laferrière. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci. Vous êtes coordonnatrice des services Télécoute. Télécoute, c'est un organisme qu'on va apprendre à découvrir, mais on va aussi apprendre à découvrir Tel Aîné, parce que les aînés, on en parle beaucoup. La société devient de plus en plus, disons, vieillissante. Il y a de plus en plus d'aînés en société. La proportion est de plus en plus importante. Donc, on va apprendre à mieux connaître. Et j'aimerais d'abord, si vous pouvez nous mentionner un petit peu comment on peut définir Télécoute, en fait. Ce serait bien de mieux connaître ça. Télécoute, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 25 ans bientôt. Donc, on va fêter l'an prochain, quart de siècle. Oui, alors, c'est un organisme qui, évidemment, est issu des besoins du milieu. Donc, en 1989, il y a des gens qui se sont réunis et à qui on a demandé « Qu'est-ce qui vous manque comme service? » Et ils ont répondu « De l'écoute. » Parce que vous savez comme moi qu'il y a peu d'endroits dans notre société où on peut être écouté. Alors, ça a pris 2 ans finalement pour qu'on mette sur pied Télécoute, qui au départ s'appelait le Centre Le Passant. Puis, compte tenu de sa mission et tout, c'est devenu Télécoute. C'est vrai, comme vous le dites, il y a peu d'endroits où on peut se faire écouter, puis il y a peu de gens qui sont prêts à nous écouter aussi. Mm-hmm. Dans notre milieu, là, c'est difficile de se faire écouter et de se faire écouter de la bonne façon. C'est important ce que vous venez de dire, hein, de la bonne façon. C'est sûr que chez nous, ce sont des bénévoles qui dispensent les services d'écoute et ils sont formés à ce qu'on appelle de l'écoute active. Donc, ça, c'est une stratégie qui a été développée il y a longtemps déjà par Carl Rogers, qui était un psychologue américain, et qui, finalement, en parlant avec ses collègues, lui avait dit, vous savez, c'est pas nous qui avons les réponses aux problèmes que vivent les gens, ce sont les gens eux-mêmes. Oui. Et donc, si on se met en position d'écoute, si on favorise le respect, la confiance, une réciprocité, ben les gens vont pouvoir se voir et se construire positivement. Alors, l'écoute active, c'est fondamental, mais j'ai toujours, moi, je forme les bénévoles à l'organisme et je leur dis toujours, vous savez, Goethe avait une célèbre formule, il disait « Parler est un besoin, écouter est un art ». Et c'est effectivement pas toujours évident d'écouter sans jugement dans l'accueil total de l'autre. Oui, et on sait qu'il y a plusieurs lignes d'écoute plus spécialisées, on dirait. Il y a des lignes d'écoute, disons, pour les gens plus suicidaires ou des gens qui sont déprimés, des choses. Donc, les lignes d'écoute sont importantes, mais dans le cas de Télécoute, est-ce que c'est vous rencontrez toutes sortes de problématiques ou c'est quand même, ça se précise en termes de demandes ou en termes de besoins? Oui, c'est vrai que on a toutes sortes de problématiques. Ce qui est important de souligner, c'est qu'à un moment donné, Télécoute s'est rendu compte, en faisant les statistiques d'appels, on avait à peu près 20 000 appels par année, et de ces 20 000 appels-là, il y en avait 5 à 6 000 qui provenaient de gens de 60 ans et plus. Alors, en 1997, on a créé la première ligne dédiée aux aînés au Québec, et je pense qu'on est encore la seule ligne d'écoute qui écoute les aînés spécifiquement. Alors, ça s'appelle Tel Aîné et ça a été créé en 1997. Pour revenir à votre question, c'est sûr que la toile de fond des appels que nous recevons, c'est l'isolement, la solitude, l'ennui. Hein? Et à ça se greffent bien sûr des difficultés relationnelles, des difficultés financières, des relations interpersonnelles. Donc, on nous parle de ce qu'on vit, finalement, et de comment on le vit. Et je vous dirais que à Télécoute, à peu près 40% de nos appels, les personnes vivent avec un problème de santé mentale.
Et je vous dirais à peu près 30% des appels que l'on reçoit à tel aîné sont également là des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Et tel aîné, justement, quand on est aîné, à quel âge? C'est pas clair, toujours? Hein? Non, bien sûr. Donc, avez-vous une fourchette d'âge? Ou... nous, on offre des services aux gens de 60 ans et plus. Donc, mais vous avez raison, il n'y a pas véritablement d'âge où on peut dire, bon, ben, on est un aîné, mais tout le monde est appelé à vieillir. Et bien sûr, nous sommes des aînés en devenir, je dirais. Et depuis 97, donc, vous avez répondu certainement à beaucoup d'appels, comme vous disiez, au moins 30% qui ont rapport à la santé mentale, à tel aîné comme tel. Mais qu'est-ce qui revient? C'est sûr que les aînés aussi, une des problématiques, j'imagine, que vous allez nous dire, c'est qu'il y a le deuil. Les gens rencontrent parce qu'il y a c'est souvent l'âge avancé fait en sorte qu'un des conjoints va décéder. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont plus fréquentes dans vos appels chez tel aîné? Ce qu'on peut souligner, à part le deuil, parce qu'effectivement, mais il peut y avoir d'autres pertes. Hein. Vous savez, la perte d'autonomie chez les aînés, c'est important. Et pour y faire face, c'est important d'être écouté également. Alors, il y a toutes sortes d'autres pertes. Je vous dirais, là, perdre son permis, c'est extrêmement difficile pour une personne aînée parce que ça signifie une perte d'autonomie importante. Et souvent, c'est vécu de façon très difficile. Bien sûr, il y a l'ennui. J'ai déjà eu une dame que je visitais parce qu'on a développé une gamme de services aux aînés. Il n'y a pas que la ligne d'écoute. On pourra en revenir, revenir sur ça sans doute. Oui, absolument. Oui, absolument. Donc, il y a toutes sortes de problématiques, des difficultés relationnelles avec les enfants, les petits-enfants, des difficultés également. Vous savez, c'est difficile de vivre en communauté. Donc, quand on vit dans une résidence, alors qu'on était habitué à vivre seul dans une maison et qu'on se retrouve avec plein de gens, ça peut générer aussi des difficultés, des malentendus. Donc, c'est un apprentissage à faire. Oui. Hein? Et effectivement, est-ce que aussi vous trouvez que le suicide chez les aînés, c'est tabou? Parce qu'on parle peu de ça. On se dit toujours, les aînés... c'est pas grave. On apprend qu'il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui se suicident pour toutes sortes de raisons. Oui. Est-ce que ce genre de problématique-là, les gens qui en peuvent plus et qui voudraient peut-être passer à l'acte vous appellent aussi? Oui, mais je dois préciser que nous ne sommes pas une ressource spécialisée en suicide. Souvent, on va orienter ces personnes-là vers Suicide Action Montréal, par exemple, ou dans la province, vers les centres de prévention de suicide. Mais bien sûr, dans notre formation, on a un volet qui traite de la prévention du suicide. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être un sujet tabou, mais c'est important de l'aborder. Oui, il existe le suicide chez les aînés, bien sûr. Oui. J'aimerais qu'on revienne au sujet dont vous nous parliez, Mme Laferrière, donc des autres services, des services où vous vous rendez sur place, où vous rencontrez des gens. C'est ça? Entre autres. Parlez-nous donc de ces services chez tel aîné. Alors, comme on s'adapte aux besoins qui nous sont exprimés, souvent à la ligne, les bénévoles viennent nous voir et nous disent « telle dame trouve qu'elle aimerait avoir quelqu'un, toujours la même personne. » Donc, on a créé tout d'abord le suivi téléphonique. Donc, moi, je fais le premier appel auprès de l'aîné à qui on a offert un suivi téléphonique parce qu'on s'est rendu compte qu'elle aurait peut-être avantage à pouvoir approfondir une situation. Donc, moi, je fais le premier appel avec cet aîné et puis, je connais mes bénévoles, je jumelle cet aîné à un bénévole, toujours le même, avec qui elle va pouvoir parler jusqu'à 1 heure au téléphone à chaque fois. Donc, cette personne-là l'appelle sur une base régulière et ça va même aller jusqu'à plusieurs mois de suivi téléphonique. Donc, on se dit, par exemple, une fois par semaine, à tel jour, le bénévole va appeler la personne? Oui. Ou vice-versa, la personne peut appeler le bénévole? Peut-être? Non, c'est le bénévole qui appelle. Donc, on prend les devants. On n'attend pas que la personne soit trop isolée. Puis, donc, on va vers elle. On la motive
à pouvoir parler à quelqu'un. Là. Oui, mais c'est toujours sur une base volontaire, C'est ça. bien sûr. Ouais. Parce que initialement, la porte d'entrée, c'est toujours la ligne d'écoute. Ouais. Et à ce moment-là, le bénévole a référé l'aîné. Et on a également développé de la visite à domicile. Oui. Donc, vous allez encore un pas plus loin. Donc, finalement, un suivi plus personnalisé, encore plus direct là, en personne. Voilà, parce que il y a des aînés qui n'aiment pas le téléphone ou, pour pouvoir se confier, ils ont besoin d'avoir un contact visuel, d'avoir quelqu'un dans leur environnement. Alors, on a créé la visite à domicile et c'est sur le même principe que le suivi téléphonique. Je jumelle la personne après l'avoir rencontrée à une ou un bénévole qui va l'accompagner comme ça pendant plusieurs mois en allant la visiter de façon régulière, ce qui fait qu'on crée un lien de confiance qui perdure et qui s'inscrit dans le temps Oui. et qui est favorable à des confidences, bien sûr. Oui. Et sûrement que votre problématique, c'est la même que beaucoup d'organismes, c'est le manque de fonds et de gens. Parce qu'il y a des besoins en société. J'imagine que vous ne pouvez pas répondre à tous ceux qui voudraient avoir des services, à part peut-être le téléphone où on peut peut-être mieux gérer, mais de faire des suivis comme ça prend quand même des gens. Là. Et vous me donnez l'occasion de saluer le travail incroyable de tous nos bénévoles, qui sont une centaine chez nous, à dispenser des services, à tendre l'oreille à la souffrance des gens. Et j'aimerais les remercier pour cette écoute attentive qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils vivent sans être jugés et en étant accueillis. Parce que vous savez, écouter l'autre, c'est le faire exister. Aussi, vous cherchez des bénévoles, j'imagine? Vous êtes ouverte à avoir Toujours. des bénévoles toujours? Quels sont les critères d'avoir quelqu'un qui veut s'impliquer chez vous? La volonté d'aider. D'aider et d'écouter et d'être prêt à faire ça. Et à ce moment-là, il y a un processus. Les gens peuvent nous contacter. Et à partir de là, on va les rencontrer en entrevue et puis ils vont évidemment bénéficier d'une formation gratuite en écoute active, en gérontologie sociale et en prévention de la crise suicidaire. Et ça se passe à Montréal? Vos locaux Oui, sont à Montréal? Nos locaux sont à Montréal, oui. D'accord. Bien, j'aimerais qu'on mentionne, avant de terminer, Mme Laferrière, donc les numéros de téléphone et le site web, les gens qui voudraient vous contacter ou en savoir plus sur votre organisme. Donc, tel est né, je crois que c'est 514-353-2463. Exactement. Donc, c'est le numéro que les aînés peuvent appeler pour avoir de l'aide, avoir de l'écoute. Oui, et il y aura une personne qui sera là pour les écouter. Oui, et le site web, telécoute.org. Oui. Donc, www.telécoute.org. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bien, merci à vous. Et bonne continuité dans votre beau mandat, en fait, que vous avez d'aider les aînés, et surtout d'aider les gens en général. Donc, merci, Mme Sylvie Laferrière, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
nuit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds le ciel revient. Nous et la manne on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé tout niqué pied et glis. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Allons-y maintenant avec le bloc Espresso allongé. Pierre Laporte, toujours en notre compagnie, et Ghislain Malo. Oui, oui. Ah ouais, alors, le sujet que tu nous présentes, différent de ce que tu nous as présenté dans le premier Espresso. Donc, cette fois, dans cet Espresso-ci, c'est « Doit-on se défouler? » Oui, parce qu'il y a deux écoles de pensée là-dedans. En tout cas, dans cet article Internet qui s'appelle « Faut-il ou non se défouler ?» On a deux experts, puis il y en a une des deux qui s'appelle Isabelle Filiosa, qui est psychologue. Lui, elle est pour les séances de défoulement, si on peut appeler ça. De façon générale, là, oui, nous tous, là, se défouler. Là. Oui, et il y en a un qui est contre, il s'appelle François Lelard, et les psychiatres. Oui, c'est un peu l'affrontement à être. Est-ce qu'on doit être signifiant, dire pendant 24 heures par jour ou avoir des moments qu'on ne l'est pas tout le temps? Alors je suis un peu notre fou. Là, oui. Mais je pense qu'on se défoule tous à l'occasion, à plus ou moins degrés. Brève échelle. Ouais. Mais les vraies séances de défoulement, c'est-à-dire en thérapie, là, ça existe. Et cette madame Isabelle Filiosa, elle est pour. Alors, elle nous dit, une gymnaste pleure. Depuis qu'elle est tombée, paralysée par la peur, elle ne peut plus réaliser sa figure favorite. Je l'aide à se sentir son émotion, à laisser cette dernière parcourir ce qu'elle appelle son corps. Nourrie par une respiration ample, la réaction physiologique naturelle se réveille. 3 grands cris sortent de sa gorge et quelques minutes plus tard, elle exécute sa figure gymnique sans problème. Depuis qu'Anne a pu ressentir et vivre les émotions liées au viol subi dans son enfance, son herpès génital a disparu. Un nœud au ventre présent depuis plus de 20 ans disparaît en quelques minutes et une panique de parler en public s'évanouit en quelques hurlements. C'est si simple de redonner la parole au corps. Pourquoi se priver d'un tel outil de réparation? Pourquoi avoir peur d'exprimer? C'est si bon de crier, de faire du bruit, de rire à gorge déployée, de pleurer à gros sanglots. C'est si bon de se sentir vivant. Oui, mais là, tu dois préciser, c'est dans un contexte thérapeutique. Oui. C'est pas comme aller, je sais pas, moi, aller à un gros spectacle, disons, tu sais, au Plaine d'Abraham, au Centre Bell, là, où est-ce que là, tu... Mais
l'être humain se lâche lousse. Oui, mais je pense que c'est les deux ici qu'elle nous dit. Ah, OK. Je pense que le point, c'est de sortir, là, c'est de faire du bruit puis de faire sortir le méchant, comme on pourrait dire. L'émotion est un processus physiologique, elle nous dit. La nature nous en a dotés pour notre plus grand bien. Nos émotions ont pour fonction de nous préparer ou de réparer notre organisme. La décharge fait partie du processus de libération. Inhiber l'expression d'une émotion, c'est bloquer une réponse physiologique de l'organisme. C'est conserver l'attention. Donc, c'est mauvais. Faut-il donc toujours pleurer ses détresses, crier ses terreurs et manifester bruyamment ses colères? Elle nous dit non, seules nos émotions naturelles sont à exprimer. Or, 80% de nos réactions émotionnelles ne sont que des sentiments parasites. Ce sont des émotions emmêlées, des blessures non guéries de l'enfance, des sentiments écrans de nos émotions véritables. Beaucoup d'entre nous ont du mal avec leurs émotions parce que la société nous invite à les réprimer depuis notre plus jeune âge. Elles sont coincées en nous depuis si longtemps que nous avons peur qu'elles ne détruisent tout autour de nous si nous les laissons émerger. C'est un fantasme de tout petit enfant. C'est intéressant. C'est vrai, je pense que ce qui nous retient, nous défouler, c'est qu'on a peur. Oui. On sent toujours une petite gêne qu'on ne veut pas comme peut-être soi-même. Oui, c'est difficile de trouver le bon contexte pour le faire. Il ne faut pas que ça soit mal perçu. Tu ne peux pas partir à slammer sur les utilisateurs du transport en commun qui ne comprendront rien en mettant de la musique et heavy metal bien fort. Madame Filiosa continue en disant « Il ne s'agit pas d'exprimer n'importe quoi, n'importe comment. La décharge qui libère est celle qui a du sens parce qu'elle est entourée de mots. C'est-à-dire, on ne fait pas seulement crier, mais on parle. Ouais. Elle nous dit aujourd'hui, il existe en psychothérapie de multiples approches. À chacun de sentir la route qui lui convient le mieux. Maintenant, le docteur François Lelard qui lui est contre. Disons, il est beaucoup plus prudent. Il nous dit, vous vous sentez tourmenté par des émotions sans rien en laisser paraître. Peut-être regrettez-vous de n'avoir pas suivi une thérapie de groupe où les participants expriment leur colère. Mais des études récentes montrent que cette vidange émotionnelle, entre guillemets, n'est pas aussi bénéfique qu'on le croyait. Lorsqu'on demande à des sujets d'exprimer bruyamment leur colère en criant et en frappant, ils se sentent encore plus en colère après l'expérience, sont plus irritables et leur tension artérielle est plus élevée. Leur demander de pleurer en évoquant un événement triste aboutit à un résultat similaire. Ils sont plus tristes et plus perturbés que ceux à qui on a simplement demandé de raconter l'événement sans exiger qu'ils se laissent aller aux pleurs. La théorie de la vidange émotionnelle oublie que nos émotions ont une fonction capitale de communication avec autrui. Exprimer une émotion de manière adaptée, c'est faire en sorte qu'elle nous aide à résoudre un conflit ou à améliorer notre relation à l'autre. Et voilà. Ben, doit-on se défouler? On a 2 points de vue. On pourrait y revenir éventuellement. Mais on est porté à penser que ça a du bon. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Ghislain. On continue la chanson à Folie douce. Depuis toujours, il y a cet air qui me trotte dans la tête. La guitare de mon père qui jouait les jours de fête. La musique dans le sang, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Depuis que je suis enfant, j'entends mon père jouer. Travaillant toute la semaine dans l'usine de papier. On ne fait pas toujours ce qu'on aime, mais il y a des comptes à payer. Mais dès lundi matin, il ne pensait qu'au samedi, où il pouvait jouer avec moi près de lui. Tant aimé qu'il puisse faire ce qu'il aimait, au lieu de se crever à l'usine où il travaillait. Parce que dans ses yeux, la passion qui brillait, il était si heureux lorsqu'il jouait.
Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, Oui. donc ici présent. On va faire la nomenclature des chansons. On écoutait en début d'émission Emmène-moi. Oui, de Marie-Pierre Arthur. On écoutait Alors voilà. De Joseph Edgar. Dans la deuxième demi, Christine. De Christine and the Queen. Et Mon père. De Carole Champagne. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix Merci. musical. Merci. Toi et Pierre, merci pour ta participation également Merci. au micro, à l'émission, à la recherche également. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci pour tes blocs, 2 blocs différents cette semaine. À l'espresso, le gène du bonheur. Et puis à l'espresso allongé, ben en fait, on se posait la question un peu, doit-on se défouler? Est-ce que c'est bien vu de se Oui, mais défouler? finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est de faire sortir au fur et à mesure ce qu'on a en dedans. Oui. Comme ça reste moins longtemps. Exactement. Merci. Merci à notre invité en début d'émission, Pierre Durand, qui nous a parlé de l'étude de Salvéo. C'est en rapport avec le travail et la santé mentale. En début de deuxième demi, notre invité était Sylvie Laferrière de Tel Aîné. Alors, on a appris à mieux connaître cet organisme. Voilà, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop